Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous offrir une lecture de Décolonisons la protection de la nature de Fiore Longo, plaidoyer pour les peuples autochtones et l'environnement. C'est un texte qui me tient particulièrement à cœur, surtout aujourd'hui, parce que c'est un texte qui défend les peuples autochtones. Il y a encore 370 millions de personnes qui vivent hors des États, hors des gouvernements et qui vivent dans la nature sans la détruire. Et ces peuples autochtones sont parmi les plus menacés au monde. Je tiens particulièrement à défendre Survival International parce que Survival International est une ONG qui essaie de les protéger, de leur apporter du soutien et qui me soutient énormément aussi parce que tout le savoir des peuples autochtones est un savoir qui, je pense, est essentiel dans l'époque que nous vivons. Et je dois dire que c'est plutôt eux qui me soutiennent parce qu'ils me rappellent qu'on peut vivre sans électricité, sans argent, et qu'on peut fabriquer sa maison, ses vêtements, et vivre sans Franprix, sans Bouygues, sans Eiffage et Vinci. Et ça, je trouve que c'est un savoir essentiel. Savoir qu'il existe d'autres façons de vivre qui fonctionnent et qui sont des façons de vivre de nos contemporains. Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait de ce texte. Je commence parce que ça écrit mieux que je n'improvise. L'eau Liondo saigne. Un SMS m'a réveillée au matin du 10 juin 2022. Des dizaines d'images terrifiantes d'hommes et de femmes Maasai, couverts de blessures aux jambes, au dos, à la tête, ont commencé à inonder mon téléphone. Beaucoup de sang. Et puis des vidéos de Maasai fuyant la police tanzanienne qui leur tire dessus. On aurait dit des images de guerre. Comme beaucoup d'autres personnes des pays du Nord, j'ai été choquée et bouleversée. Comment les images paisibles de zèbres, de girafes et de lions, que l'écosystème du Serengeti évoque dans les esprits occidentaux, ont-elles pu se transformer en un théâtre sanglant empreint d'une telle violence ? Vos zones de conservation sont des zones de guerre pour nous, m'explique un Maasai dans un autre SMS. Depuis des années, le gouvernement tanzanien tente de s'emparer de 1500 km de terres ancestrales Maasai, afin de les utiliser pour la chasse aux trophées, le tourisme d'élite et la conservation. Derrière ces tentatives, on trouve l'Oterlo Business Corporation des Émirats arabes unis, qui organise des excursions de chasse pour la famille royale des Émirats arabes unis et ses invités, et qui détiendrait le contrôle de la chasse commerciale dans la région. Mais les membres de la famille royale ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette zone. Les conservationnistes, qui travaillent en Tanzanie, considèrent la population locale et son bétail comme l'une des principales menaces à la survie de l'écosystème, promouvant ainsi le mythe d'une nature sauvage dénuée de population. Tout aussi dangereux pour les Maasai sont les touristes, qui sont nourris d'images véhiculées par les médias, les documentaires et les manuels scolaires, vendant l'idée d'une nature sans humain, et qui s'attendent à ne trouver que des animaux sauvages lors de leur safari. Le gouvernement tanzanien ne veut pas des Maasai parce que les gens qui viennent ici ne veulent pas voir les Maasai. Avant, nous ne pensions pas trop au tourisme, mais maintenant nous comprenons que le tourisme, c'est des gens qui viennent avec de l'argent, ce qui pousse le gouvernement à penser si nous déplacions les Maasai, davantage de gens viendraient ici avec de l'argent. En réalité, la plupart d'entre nous imaginent la nature comme un espace vide, un espace sauvage, un espace non humain. Mais ces images ont une histoire, une raison d'être, et contribue à perpétuer des politiques racistes en matière de protection de l'environnement, des politiques qui servent aussi à protéger les intérêts économiques des élites occidentales. Dès leur première conquête, les empires coloniaux ont souvent considéré les terres habitées par les peuples autochtones comme étant vides. Elles pouvaient donc être accaparées et placées sous contrôle occidental. Lorsqu'il était impossible d'ignorer l'existence des populations locales, celles-ci étaient considérées comme une nuisance, qu'il fallait gérer pour laisser place à ceux qui étaient considérés comme les seuls experts, les colonisateurs et leurs connaissances scientifiques. Nos imaginaires au sujet de la forêt congolaise ou des habitats des tigres en Inde sont façonnés par cet héritage colonial qui invisibilise le rôle de millions d'hommes et de femmes autochtones qui ont vécu et vivent encore sur ces territoires et en ont pris soin. Par conséquent, si cette nature est supposée être vide, nous n'avons rien d'autre à faire pour la protéger que de la maintenir ainsi, dénuée de toute présence humaine, appréciable uniquement par les quelques personnes qui peuvent payer pour y entrer. Tout cela sans devoir vraiment aborder les réelles causes de la destruction de l'environnement.
l'exploitation des ressources naturelles à des fins lucratives et la surconsommation croissante poussée par les pays du Nord. Véhiculer cette vision de la nature vide de toute présence humaine permet finalement de ne modifier en aucun cas notre façon de vivre. Voilà ce qui constitue aujourd'hui pour les populations locales et autochtones du sud du monde ce que nous appelons la protection de la nature. C'est pourquoi pour les peuples autochtones et ceux qui connaissent l'histoire de la conservation, ce qui s'est passé à Loliando n'est pas vraiment une surprise. Au contraire, cela révèle le vrai visage de la conservation de la nature, des violations quotidiennes des droits humains des peuples autochtones et des communautés locales afin que des touristes fortunés puissent chasser ou faire des safaris dans des zones dédiées exclusivement à la conservation de la nature, les aires protégées. Ces abus sont systémiques et font partie intégrante du modèle de conservation raciste et colonialiste dominant en Afrique et en Asie, qui est basé sur le vol de terre de personnes considérées comme primitives ou inférieures au nom de la protection de la nature. C'est le colonialisme vert. Aujourd'hui, la conservation est aussi une industrie dans laquelle les grandes ONG de protection de la nature concluent souvent des partenariats, c'est-à-dire acceptent de l'argent de grandes entreprises qui polluent et transforment la nature en un objet consommable, principalement par des blancs et des riches. La conservation fait partie d'un processus de marchandisation de la nature dans laquelle elle est valorisée, commercialisée et mise à profit, tout cela avec l'excuse de vouloir la protéger. C'est le capitalisme vert. Le colonialisme vert et le capitalisme vert sont les deux faces d'une même pièce, et ils ont besoin l'un de l'autre pour continuer à exercer leur emprise. Ils participent au même assaut contre la diversité humaine et la biodiversité, mais leurs masques verts les tiennent à l'écart des suspicions. Vous avez vu, j'essaie d'interpréter un peu pour jouer un peu de suspense. Normalement, j'aurais dû faire cette lecture en direct sur Instagram, mais je n'ai pas réussi à faire un direct. Voilà, donc cette vidéo est enregistrée et je vais la poster. Et normalement, il aurait pu y avoir des commentaires, mais malheureusement, je ne peux pas voir les commentaires puisque je ne suis pas en direct. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et Marie et Fioré, l'auteur du livre, pourront y répondre. Je continue. Là où nous voyons de la nature, d'autres voient leur maison. D'autres qui en ont pris soin et l'ont façonnée depuis des générations. D'autres pour qui la nature et les humains ne sont pas séparés, mais font partie d'un même ensemble. Ceux que nous qualifions de nature est la base de leur mode de vie, le lieu de leurs ancêtres, le pourvoyeur de la plupart des choses qui leur permettent de vivre. Si nous essayons vraiment, alors peut-être arriverons-nous à déchirer ensemble nos images de cartes postales et à voir émerger derrière elles une autre vérité. Les peuples autochtones sont les meilleurs défenseurs de l'environnement. Ce n'est pas par hasard si leur territoire abrite 80% de la biodiversité mondiale. Maintenant que les crises environnementales et climatiques se situent en tête de nos préoccupations, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les violations des droits humains commises au nom de la protection de la nature. Ce modèle de conservation est profondément inhumain et inefficace, et il doit être changé rapidement. Les aires protégées ne parviennent pas à sauver la biodiversité et aliènent les populations locales qui sont pourtant les mieux placées pour prendre soin de leurs terres et de tous les êtres vivants qui les peuplent. Il est donc essentiel de réfléchir à notre manière de protéger la nature. Et pour cela, il va falloir tout d'abord être iconoclaste, détruire les images que nous nous sommes créées de la nature et des autres. Dans la démystification de nos imaginaires se cache la possibilité de construire de nouvelles images, plus justes, et d'envisager différemment notre avenir. Pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité. Voilà, c'est la fin de l'introduction. Je vais vous lire une partie du premier chapitre qui s'appelle La nature sauvage, le premier mythe. Et j'aimerais qu'on se dise qu'à la fin de cette lecture, les peuples autochtones seront définitivement sauvés et protégés. Alors je sais que c'est un peu absurde comme idée, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que pour une fois, notre énergie
notre amour, nos prières, nos mots, notre prise de conscience, notre connaissance qu'ils existent peut les sauver et peuvent être plus forts que les multinationales. Voilà, j'ai décidé ça. Il faut l'admettre, la formule est parfaite. La réalisation à l'américaine est réglée au millimètre. Présentée ainsi, la nature peut être véritablement fascinante. La musique est monumentale, les paysages d'une beauté à couper le souffle. Une scénographie extraordinaire permet aux animaux et aux plantes d'apparaître dans toute leur majesté. Pas un être humain en vue. La voix de Barack Obama, ancien président des États-Unis et icône progressiste, résonne depuis les plages les plus pures d'Hawaï. Tel Saint-Pierre lui-même nous parlant du ciel, il évoque les merveilles de notre monde, ce qu'il appelle la nature sauvage, la nature intacte. Cela ressemble à un beau rêve auquel nous voulons vraiment croire. Dans le nouveau documentaire de Netflix, Parcs nationaux, ces merveilles du monde, la nature est le protagoniste. Bien sûr, comme dans les meilleurs films hollywoodiens, ici aussi des menaces planent sur les personnages principaux. Des menaces qui semblent venir d'un monde lointain, des menaces abstraites, qui n'ont rien à voir avec nous. Notre rêve est mis en danger, semble-t-il, par des activités humaines. Générique. La pollution, le changement climatique, des forces négatives dont la source n'est jamais révélée. Mais Barack Obama nous rassure. S'il est vrai que la nature est en danger, il est cependant encore temps de la sauver. C'est ce que nous recherchons tous, une formule magique pour sauver la planète. Obama n'a pas à l'inventer car, nous dit-il, ses compatriotes l'ont déjà fait il y a longtemps. Le parc national de Yellowstone, créé en 1872, est l'une des idées américaines du siècle, établie pour le bénéfice et la jouissance du peuple. Une idée qui a fini par prendre de l'ampleur, déclenchant un mouvement mondial. L'ancien président nous embarque alors pour un voyage sur différents continents, dans lequel il nous fait visiter plusieurs de ces parcs nationaux, dont la mission est de protéger la nature sauvage. Nous y voilà donc. Nous apprenons que nous pouvons sauver la nature sauvage, et nous sauver nous-mêmes en créant davantage de parcs naturels et d'autres aires protégées où la nature, enfin intacte et libérée de nous, les humains, peut vivre et revivre. Cette idée semble presque parfaite. Presque. Dans une scène qui se déroule dans le parc national de Patagonie, dans le sud du Chili, Obama déclare une chose déconcertante. Cela peut ressembler à une région sauvage, mais jusqu'à récemment, elle était utilisée pour faire paître des moutons. Aujourd'hui, le bétail a été retiré, la faune est protégée et la terre commence à retrouver son équilibre naturel. Attendez. Auparavant, ces belles vallées, ces lacs et ces montagnes étaient donc habités. Par qui ? Et quel rôle ces personnes ont-elles joué dans le maintien de cet écosystème ? Si des personnes y vivaient, alors quel est le véritable équilibre naturel ? Et à qui revient-il de le déterminer ? Une brève recherche sur Internet suggère que la terre maintenant appelée parc a été achetée par une famille de milliardaires, les Tompkins, fondateurs de The North Face et cofondateurs d'Esprit, dans un but de conservation, puis offerte sous la forme d'une donation à l'État du Chili en 2010 pour en faire un parc. Mais est-ce donc aux Tompkins de décider ce qu'est la nature ? Et que s'est-il passé avec les bergers et leurs moutons ? Où sont-ils allés ? Alors que Obama lançait son documentaire sur les parcs naturels qui a obtenu le soutien de la Wildlife Conservation Society, une ONG américaine, j'étais au Kenya pour enquêter sur les violations des droits humains commises au nom de la conservation de la nature. Le rêve de nature vierge et de parc d'Obama était également devenu un cauchemar pour de nombreux éleveurs pastoraux qui vivaient depuis des générations sur les terres semi-arides du nord du Kenya. Les zones de conservation ne leur laissaient plus de place pour le pâturage de subsistance. Cette même réalité, je l'ai constatée à plusieurs reprises, dans le bassin du Congo, en Inde, en Tanzanie. Des éleveurs pastoraux, des agriculteurs, des chasseurs-cueilleurs, des peuples autochtones du monde entier me répètent la même chose. Depuis que la conservation est arrivée, notre mode de vie est interdit. Mais la forêt aussi y est perdue. Les animaux ont décliné, les arbres aussi. Nous sommes les vrais conservationnistes. C'est une citation d'un membre du peuple Baka, chasseur-cueilleur du bassin du Congo. Nous savons aujourd'hui que les premiers parcs nationaux américains, tels que Yosemite, Yellowstone et Glacier, ont été créés sur des terres habitées par des peuples autochtones nord-américains, qui ont ensuite été forcés à les quitter et à vivre dans la pauvreté.
Pendant des générations, sur ces mêmes terres, les Shoshones, les Bannock, les Crows, les Miwoks et de nombreux autres peuples autochtones ont chassé, pêché, cueilli des plantes, les ont entretenues, ont pratiqué des rituels et utilisé les eaux thermales à des fins religieuses et médicinales. Activité ensuite criminalisée et interdite par le parc. Ces peuples n'ont pas seulement vécu là-bas, mais ont, à travers ces pratiques, façonné leur environnement, participant ainsi à la richesse de la biodiversité. Alors pourquoi ces régions ont-elles été et sont-elles encore présentées comme sauvages, sous-entendu vierges et entièrement dépourvues de présence humaine? Pour comprendre cet aveuglement, il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, au milieu de la deuxième révolution industrielle qui entraîne une croissance de l'industrie et de la consommation de ressources. Sans quasiment jamais émettre une critique à l'égard de cette industrialisation, la crainte de voir détruit tout le paysage naturel est pourtant réelle pour beaucoup de gens. Dans la même période paraît l'ouvrage de Darwin sur l'origine des espèces, qui a donné lieu au développement de théories sociales basées sur les concepts biologiques de race, de sélection naturelle et de survie du plus apte. À la fin du siècle, ces idées seront largement reprises sous le nom de racisme scientifique. Pour faire simple, les Européens, leurs descendants et leurs sciences sont considérés, principalement par eux-mêmes, comme le sommet de la civilisation, tandis que le reste du monde est vu comme plus ou moins primitif et arriéré. Revenons au père fondateur de la pensée conservationniste qui a conduit à la création de ces premiers parcs aux États-Unis. Par exemple, John Muir. Nous pouvons constater qu'ils étaient imprégnés de racisme et pensaient que les peuples autochtones, vivant dans ces lieux depuis des générations, ne jouaient aucun rôle dans la préservation de l'environnement et n'avaient aucun droit d'y rester. Elles étaient paresseuses, sales, non civilisées, et devaient donc être expulsées pour faire place à des zones de conservation dépourvues de toute présence humaine, hormis celles de personnes comme John Muir, bien entendu. Ils étaient par ailleurs réellement convaincus que ces espaces naturels étaient à l'origine vides, et que les peuples autochtones qu'ils pouvaient y voir de temps à autre empiétaient sur ces territoires, n'exploitant pas les ressources jusqu'à épuisement, et n'ayant donc pas un impact destructeur sur l'environnement. Les signes de l'intervention des autochtones sur la nature étaient invisibles aux colons. Enfin, dans certains endroits comme le Yosemite, le vide n'était que la conséquence de la guerre violente contre les peuples autochtones. En 1851, ils avaient été forcés à partir par des soldats convoitant leurs terres. La religion a également joué un rôle important dans cette vision de la nature sauvage. John Muir était le fils d'un prédicateur calviniste et caractérisa lui-même son ascension du pic cathédral du Yosemite comme la première fois qu'il se rendait à l'église en Californie. Nombre des premiers conservationnistes étaient et sont encore issus d'une branche de la religion protestante particulièrement attachée à l'idée que la nature est divine et les humains des pécheurs. Face à l'étonnante beauté des paysages américains, les nouveaux colons ne voyaient donc qu'une création de Dieu, une nature sauvage pure qui pouvait être détruite par les habitants autochtones primitifs et dont il fallait la protéger. Remise dans son contexte, nous pouvons constater que la nature sauvage était donc plutôt une perception idéologique d'hommes religieux et racistes, et non pas une conceptualisation fidèle de la réalité. Comme l'a déclaré Luther Standing Bear, un leader amérindien, la nature n'est sauvage que pour l'homme blanc. Les preuves scientifiques nous montrent aujourd'hui que les environnements naturels les plus célèbres du monde sont les terres ancestrales de millions d'autochtones qui les ont façonnées, en ont été dépendants, les ont nourris et protégés pendant des millénaires. Nous savons aussi que 80% de la biodiversité sur Terre se trouve en territoire autochtone, alors que ces derniers couvrent seulement 22% de la surface terrestre, et ce n'est pas un hasard. Si la plupart des peuples autochtones que j'ai rencontrés ne possèdent pas de mots comme conservation ou aire protégée dans leur langue, ils ont néanmoins élaboré de complexes systèmes de connaissances et de gestion des ressources naturelles et des tabous qui leur ont permis de prospérer dans des environnements qui peuvent nous sembler hostiles. Des systèmes fondés sur la réciprocité, la soutenabilité, la responsabilité envers les générations futures et un lien spirituel avec la Terre. Les peuples autochtones ne se considèrent pas comme séparés de la nature. Ils considèrent souvent les animaux sauvages comme des membres de leur propre famille et les humains et la nature comme formant un tout. Ne détruisant pas la nature, ils n'ont pas besoin de la conserver. Ils la protègent et en prennent soin par et non malgré leur façon de vivre et de faire les choses. Mais la nature sauvage conçue par les Américains à la fin du XIXe siècle est aussi un concept ambigu par lequel on a tenté,
et tente encore de définir la nature en vertu de valeurs esthétiques et utilitaires, du point de vue de gens qui ne dépendent pas directement de la terre pour vivre. Une chose dont nous pouvons profiter, que nous pouvons observer et mesurer, mais avec laquelle nous ne sommes pas prêts à vivre complètement. Paradoxalement, la nature sauvage n'existe d'une certaine manière que si nous pouvons la voir, l'étudier et la consommer. Elle n'existe donc que si elle n'est pas sauvage. La plupart des premiers parcs naturels des États-Unis se sont ouverts au tourisme de masse, ce qui a eu un impact non négligeable sur l'espace naturel. Dans le cas de Yosemite, par exemple, il y a des routes, des sentiers souvent bondés, l'élimination des prédateurs animaux, des hôtels de luxe. Roosevelt dirigea l'expédition Smithsonian-Roosevelt en Afrique, dont le but était de collecter des spécimens pour le nouveau musée d'histoire naturelle de Smithsonian. L'expédition tua environ 11 400 spécimens d'animaux. Comme nous le verrons dans d'autres parties de ce livre, selon la mythologie de la conservation, chasser des animaux à des fins scientifiques ou sportives a toujours été considéré non seulement comme moralement acceptable, mais également comme un acte nécessaire à la préservation de la vie sauvage. En revanche, les populations autochtones et locales qui font de même pour nourrir leurs familles sont accusées de braconnage et de chasse excessive. Ce comportement apparemment contradictoire envers la chasse est une constante dans l'histoire de la conservation. Ce n'est cependant pas la raison pour laquelle le voyage de Roosevelt fut si important dans l'histoire de la conservation. Son voyage pourrait être dépeint comme une sorte de télé-réalité. Le safari de l'ancien président devint un sujet populaire dans la presse, suscitant la fascination de milliers de lecteurs qui suivaient les rapports réguliers sur son voyage. Les nombreux récits qui ont accompagné son voyage jouèrent un rôle important dans la formation de l'imaginaire des Américains et de nombreux Européens concernant la nature sauvage africaine et le rôle central des Blancs dans sa protection. On retrouve chez Roosevelt tous les messages les plus contradictoires, les plus puissants de la mythologie de la conservation. L'idée de l'Afrique comme destination d'aventure, les peurs et les dangers liés à la jungle africaine, la beauté extraordinaire de la vie sauvage, la mélancolie liée au risque de la perdre bientôt à cause de la croissance de la population africaine et du braconnage par les Africains. Mais on y retrouve également, et sans y voir la moindre contradiction, la glorification de la chasse par les Blancs, la célébration de l'Empire britannique et des colons blancs, ainsi que l'appel aux capitalistes à faire de l'Afrique de l'Est un pays d'hommes blancs. L'ancien président oublia bien entendu de mentionner le rôle actif de la population locale dans la gestion et la protection des magnifiques faunes et flores africains, ainsi que son droit à la terre. Elle n'apparaît dans les récits que pour le servir. Vous vous dites, qu'y a-t-il de si extraordinaire qu'un homme blanc à l'aube du XXe siècle ait été raciste ? Mais voyez-vous, ce racisme constitue précisément une partie essentielle de la fondation du mouvement conservationniste. En effet, le concept même de nature sauvage, situé à la base de cette idée de conservation, est raciste. Pire encore, ce passé n'a jamais été remis en question et a continué à se reproduire comme une vérité scientifique dans les années suivant le voyage de Roosevelt. Entre le documentaire d'Obama et les chroniques de Roosevelt, 113 ans se sont écoulés. Et pourtant, leur vision de la nature et des populations locales dont cette nature constitue le foyer diffère à peine. L'histoire est toujours celle d'hommes puissants, partageant leur passion pour la nature sauvage avec le monde et s'arrogeant le droit de nous montrer et décider ce qu'est la nature, ce qui mérite d'être tué, ce qui mérite d'être sauvé, par qui et de qui. Tous aiment la nature, mais aucun d'entre eux ne semble s'inquiéter de la société colonialiste ou industrielle dont ils font partie, qui est à l'origine de la destruction de l'environnement. Dans une partie du documentaire Netflix, Obama nous dit qu'un quart de tous nos médicaments proviennent de la forêt tropicale. Ce que cette phrase ne nous dit pas, c'est qui a découvert les propriétés médicinales des plantes de la forêt. Ajouter les peuples autochtones aurait réduit à néant le postulat du film. La nature est naturellement vide. À la fin du documentaire, Obama déclare qu'il existe 1/4 million d'aires protégées dans le monde. Mais si la nature sauvage est un mythe et que la plupart des zones riches en biodiversité sont habitées par des populations autochtones et locales,
Alors qu'est-il arrivé à ces dernières? Quand les aires protégées ont été créées, où sont-elles allées et qui les a expulsées? Je vais vous lire un deuxième extrait qui est issu du chapitre intitulé Les primitifs. Mon mari n'était pas un braconnier. La femme Baka ne parle pas beaucoup, mais ça, elle le dit. Il fait chaud. Dans le nord du Congo, l'air est lourd. On a l'impression qu'il va pleuvoir. Nous sommes dans la forêt de Mesokdja, un triangle d'une extraordinaire biodiversité, encerclé par des sociétés d'exploitation forestière qui abattent au bulldozer les arbres ancestraux des chasseurs-cueilleurs Baka et de leurs voisins agriculteurs, les Bakwele, qui vivent dans la région depuis des générations. Il me semble qu'on est alors en 2019. Dans le but de sauver de nombreux gorilles et éléphants vivant dans la région, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, fait pression depuis des années sur le gouvernement congolais pour créer une aire protégée. Une fois le parc créé, toute activité humaine, même de subsistance, y sera interdite. Mais apparemment, cela ne pose aucun problème à qui que ce soit puisque le WWF affirme que la forêt est intacte, c'est-à-dire que personne ne l'a touchée et qu'elle est vide. Au moment où je me rends sur place pour enquêter sur cette affaire, la célèbre organisation de protection de la nature a réussi à obtenir pour son projet des financements de la Commission européenne, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres grandes institutions internationales. Bien que la création du parc n'ait pas encore été officialisée par le gouvernement, le WWF finance et cogère une base d'éco-garde dans la région afin de lutter contre le braconnage. En effet, la chasse illégale d'éléphants dans le but de vendre l'ivoire provenant de leur défense est un problème dans le bassin du Congo. Les éco-gardes sont officiellement employés par le gouvernement congolais, mais sont équipés et payés par le WWF. L'organisation paye leurs salaires, leurs locaux, leurs voitures, leurs téléphones, leurs uniformes. Qui pourrait penser que ce projet n'est pas une bonne chose? Mon mari n'était pas un braconnier, répète cette femme au cours de l'une des interviews les plus difficiles que j'ai jamais eu à mener. La femme parle doucement, presque dans un murmure. Elle baisse la tête et ne me regarde jamais dans les yeux. J'ai l'impression qu'elle pourrait s'effondrer devant moi. Le nom de son mari était Komanda. Il a été emmené dans la nuit par des éco-gardes armés du WWF qui ont défoncé la porte d'une de ces petites maisons de boue et de feuillage où vivent les Baka. Une fois libéré, il est mort. Maintenant j'ai mal partout, dit-elle. Chaque fois que je dors, je rêve de lui. Quand il était en vie, il faisait tout pour moi. Maintenant, il est même difficile pour moi de trouver de la nourriture. Ils ont enterré Komanda dans le village où vit sa fille, devant sa tombe marquée par un simple monticule de terre. Je continue à essayer de comprendre comment il est mort. Mais chaque fois que je pose la question, les Baka baissent tous les yeux en guise de réponse. Ils me disent qu'il a été battu par les éco-gardes du WWF et qu'une fois en prison, il a également été battu par des prisonniers. Après tout, me disent-ils, tout le monde, même ceux qui sont en prison, considèrent les Baka comme les plus faibles. Lorsque Komanda est sorti de prison, il était très malade, à tel point qu'il n'a pas pu retourner dans le village de sa femme et a dû rester avec sa fille, qui vit plus près, non loin de la prison. En voyageant d'un côté à l'autre de Mesokdja pour enquêter sur la mort de Komanda, l'image de la forêt intacte vendue par le WWF s'effrite. De nombreux villages Baka et Bakwele témoignent de la permanence humaine dans la région. J'interroge des personnes et j'arrive à trouver 2 autres Baka qui avaient été arrêtés avec Komanda cette nuit-là. Oko, qui est à l'hôpital, et Alombo. Alombo ressemble à un fantôme. Il a le regard perdu et le visage de quelqu'un qui a vécu un cauchemar. Il a mal partout et me montre des traces de coups sur son corps. Ils sont venus en jeep, celle avec le logo du WWF. Ils n'avaient 7 ou plus. Ils n'ont cessé de nous frapper en nous disant que nous étions des braconniers, que nous avions tué un éléphant et en nous demandant où sont les armes, mais nous n'avions pas d'armes. Puisque vous n'avez pas d'armes, nous allons maintenant vous emmener en prison, nous ont-ils dit. Ils m'ont demandé de signer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, car je ne sais ni lire ni écrire. Oko me dit qu'il serait mort s'il n'était pas allé à l'hôpital et m'explique. Les éco-gardes nous ont ordonné de dire que nous avions tué les éléphants pour qu'ils nous relâchent. Alors on a dit ok, on les a tués. Les 3 Baka sont restés en prison pendant environ 4 mois et demi. Ils étaient affamés. Pour seule nourriture, ils recevaient une poignée de riz par jour. En prison, c'était la catastrophe, dit Alombo. Les prisonniers nous frappaient, nous demandaient de nous allonger, puis nous battaient. Les autorités ont vu le mauvais état dans lequel nous étions et nous ont laissés sortir.
Lorsqu'ils sont sortis, la police ne les a même pas aidés à rentrer chez eux, alors que Commanda, très malade, respirait à peine. Il respirait, mais il était déjà mort. Les 3 Bakas ont dû se débrouiller seuls pour rentrer chez eux. Commanda est mort 3 jours après avoir été libéré, Alombo en est sûr. En fait, ils l'ont libéré pour qu'il meure au village et non en prison, pour se libérer de toute responsabilité. Lorsque nous terminons les entretiens, j'insiste auprès de mon traducteur et ami Baka. Commanda est donc mort des coups infligés par les éco-gardes. Les détails sont importants lorsqu'on essaie de dénoncer les violations des droits humains. Il baisse la voix et me dit « En prison, Commanda a été violé. La prison, c'est le viol. Pour les Bakas, il est mort de honte. » De nombreuses personnes seront choquées en lisant l'histoire de Commanda. Sur le moment, c'est également ce que j'ai ressenti. 3 hommes autochtones accusés sans preuve de braconnage, jetés en prison sans procès, torturés par des éco-gardes financés par une organisation internationale basée en Suisse, puis violés par d'autres prisonniers dans leurs cellules. Mais au fil des jours, assise par terre dans les villages Baka, armée d'un carnet et d'un stylo, j'ai entendu des centaines d'histoires similaires. Des gens arrêtés, battus, torturés, tués, parce qu'ils étaient considérés comme des braconniers. J'avais l'impression, ou du moins je voulais le croire, que pour les Bakas, me parler et me regarder écrire faisait partie d'un exercice collectif de guérison d'un traumatisme. Ils pensaient peut-être que leurs histoires comptaient, enfin, pour quelqu'un. Que quelqu'un s'intéressait à leur douleur, voulait faire quelque chose pour eux, que quelqu'un ne les voyait pas comme des primitifs, mais des êtres humains. Au sujet des éco-gardes, les Bakas disent « Les animaux ont plus de valeur que nous, c'est pourquoi ils nous frappent. Ils voient les Bakas comme des animaux, pas comme des gens. Quand ils nous voient, ils ne voient que des pygmées, pensant que nous ne savons rien et qu'ils peuvent nous frapper quand ils veulent. » Les Bakas et leurs voisins également chasseurs-cueilleurs dans le bassin du Congo, les Bayaka, les Batois, les Mbouti et bien d'autres connaissent cette histoire par cœur. Toujours victimes des préjugés, du racisme, de l'incompréhension et de la violence génocidaire de l'homme blanc et des autres, ils sont parmi les peuples les plus vulnérables au monde. Placés par les colonisateurs européens dans la catégorie raciale des pygmées, petits hommes, ils ont été dépouillés de leur forêt, qui a toujours été considérée comme intacte ou sauvage et donc à exploiter, coloniser ou protéger. Depuis l'expansion coloniale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ils ont été décrits par les colonisateurs, les scientifiques et les missionnaires qui se sont aventurés sur leur terre comme des enfants, la plus primitive des races, des animaux, des singes, des sous-hommes, des cannibales, le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Et une fois de plus, les Bakas sont là, toujours là. J'adore ce passage, le prochain, et c'est le dernier que je vais lire avec la conclusion. J'aurais très envie de vous lire la totalité du livre. Il y a d'autres passages qui sont incroyables et magnifiques. Mais voilà, cette lecture est déjà un peu longue. La nuit arrive, et la forêt se remplit du bruit assourdissant des insectes. Qui a dit que la nature était silencieuse ? Les Bakas m'ont permis de m'asseoir avec eux autour du feu, et ont fait venir un expert en narration de l'Ikano, des histoires orales qui sont généralement racontées pendant les molongos, les longues expéditions dans la forêt que font les Bakas pour chasser, cueillir des fruits, trouver leur précieux miel et enseigner aux enfants les secrets de leur extraordinaire maison-forêt. Cette forêt, qui possède tout ce dont les Bakas pourraient avoir besoin. Notre forêt est une forêt qui a tout ce que les Bakas recherchent. Viande, fruits, miel, petites rivières. C'est pourquoi les Bakas aiment cette forêt. Les molongos semblent être une grande fête, car pendant qu'un homme raconte des licanos, tous les autres Bakas riaient aux éclats. Enfants, femmes, hommes, je ne comprends pas un mot. Mais mon traducteur est très occupé à rire aussi. Alors je reste sans traduction. Au bout d'un moment, je suis désespérée. Le licano semble durer des heures. Je regarde l'heure. Il est 1h du matin, nous avons commencé à 8h du soir. J'essaie de m'endormir, là, autour du feu, mais une femme Baka me réveille en secouant légèrement mes épaules et me dit « Ne t'endors pas. On raconte le licano pour toi. » Moi qui n'ai toujours pas de traduction. Les licanos se terminent à 5h du matin et pendant près de 9h, les Bakas n'ont pas arrêté de rire. Moi, pas tellement. Ce rire autour des licanos a cependant un arrière-goût amer. Une femme me dit « Ils ne nous laissent plus entrer dans notre forêt. Les molongos ne sont plus possibles en raison des limites imposées par le WWF. S'ils nous trouvent là-bas, ils nous frappent. Les enfants ne peuvent plus recevoir d'apprentissage sur la forêt
parce que la forêt n'est plus accessible. Un homme, l'air fatigué et en colère, crie. Les conservationnistes viennent imposer une dictature, c'est pire que la colonisation. S'ils veulent voir des éléphants, ils peuvent les regarder avec un satellite depuis l'Europe. Voilà. Je vais juste vous lire la conclusion. J'ai très envie de vous lire beaucoup d'autres passages, mais je ne vais pas le faire parce que cette lecture est déjà longue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-le, on est en live. Non, je plaisante, on n'est pas du tout en live. Je sais que nous nous trouvons dans la partie du livre où, habitués que nous sommes au récit du super-héros qui sauve tout le monde à la fin du film, vous vous demandez peut-être « Et maintenant quoi ?» Vous n'aimez pas les aires protégées, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Proposez-nous donc un modèle alternatif. Je vais être honnête avec vous et je vais peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas qu'il existe une recette unique pour sauver le monde. Cette idée universelle, applicable partout, homogène, facile à comprendre et simple à mettre en œuvre. Une idée partageable en un hashtag pour réduire la complexité des multiples problèmes liés entre eux auxquels nous sommes confrontés. Une idée digne des institutions internationales comme le développement durable, bref, des idées du siècle. En fin de compte, je pense que croire en l'existence de telles idées fait déjà partie du problème. Et penser que c'est nous, occidentaux, qui allons les trouver est encore plus problématique. La réponse, ou plutôt toutes les réponses, ne viendront pas de nous. Peut-être ne sont-elles jamais venues de nous. S'il y a des réponses quelque part, elles sont proches de la Terre et de ceux qui y vivent, ceux qui paient le prix d'un grand nombre de nos idées du siècle. S'il y a des réponses, elles se trouvent peut-être dans les multiples possibilités de vivre, de voir le monde, d'interagir avec lui. Ce n'est pas un hasard. Si les endroits où la diversité humaine est plus grande sont plus riches en biodiversité, les deux étant liés. En fait, je pourrais vous dire que j'ai vu et entendu certaines des réponses aux problèmes de notre planète dans les chants secrets que les Baka partageaient la nuit, dans leur amour de leurs forêts et des arbres, dans leur connaissance des éléphants, dans leur éternel remerciement à la forêt pour ce qu'elle leur a donné, dans leur façon durable de chasser et de pêcher. J'ai beaucoup appris sur la nature, en séjournant dans la forêt, devenue réserve de tigres des Djenu Kuruba et des Shenshus en Inde, en les voyant chercher, trouver et partager le précieux miel, en le mangeant dans mes mains, en riant avec eux. J'ai également vu des alternatives dans le lien profond qu'unit les Maasai à leurs vaches, les Baïkas à leurs tigres. Et puis, de plus en plus de preuves scientifiques le démontrent. Les terres gérées par les peuples autochtones sont plus efficaces que les aires protégées pour conserver la biodiversité et lutter contre la déforestation. Pourtant, il faut aussi se garder de penser que de notre côté, nous n'avons rien d'autre à faire que d'applaudir les peuples autochtones et de les laisser protéger la nature pour nous tous, car après tout, c'est notre mode de vie qui menace leur nature. Ce sont nos émissions de carbone, notre consommation effrénée, notre accumulation de richesses, nos multinationales, nos projets de conservation qui polluent, détruisent, volent leurs terres. Et c'est donc peut-être ici que nous pouvons commencer, en nous regardant dans le miroir, en trouvant les vrais coupables, en mettant un frein à notre égocentrisme et en réalisant que nous avons fait fausse route. Nous pouvons arrêter de trouver des solutions universelles pour tout le monde et nous pouvons certainement arrêter de financer les mauvais projets dans la fureur de sauver notre planète, ces projets qui finissent par détruire les vies et les terres des peuples autochtones. Peut-être alors, dans le silence et l'espace créé, cesserons-nous enfin de nous cacher derrière de vieux mythes, des slogans vides de sens et de nouvelles justifications, et n'aurons-nous d'autre choix que de faire face à l'âpre vérité. Notre mode de vie tel qu'il est aujourd'hui menace l'existence de la planète et des personnes qui y vivent. S'il faut agir, c'est ici, pour nous changer nous-mêmes, mais pas prioritairement en tant qu'individus comme on veut nous le faire croire. Recycler, ne pas manger de viande, acheter bio. Le changement dont nous avons besoin est un changement politique, un changement de société dans son ensemble. En tant que société, nous pouvons commencer à déchirer nos images, briser nos mythes et essayer d'imaginer différemment. Ce n'est qu'alors, collectivement, que nous pourrons peut-être changer notre façon de produire, de consommer, de redistribuer les richesses, notre façon d'interagir avec la nature et les autres humains.
Sans vouloir les essentialiser ni les idéaliser, je crois que les peuples autochtones ont beaucoup de choses à nous apprendre. Dans leur résistance persévérante aux attaques meurtrières de notre société contre leur vie et leur territoire, dans leur relation viscérale avec les animaux et les plantes qui les entourent, dans leur connaissance enracinée à la terre, dans leur défense jusqu'à la mort d'un mode de vie différent, plus respectueux de la nature et des personnes, dans leurs idées de partage, de réciprocité et d'attention aux autres, les peuples autochtones nous rappellent une leçon que nous avons oubliée. La nature n'est pas séparée de nous humains, telle une chose que nous pouvons préserver d'un côté et détruire de l'autre. Nous ne faisons qu'un. Comme m'a dit un Baka, le don de la biodiversité est le nôtre pour le moment, mais si nous le perdons, ce ne seront pas seulement les animaux et les plantes qui perdront. Nous, les humains, nous souffrirons aussi. Peut-être qu'il faudra faire plus que cela pour sauver la planète, mais lutter avec les peuples autochtones pour leur droit à la terre et décoloniser la manière dont nous prétendons protéger la nature doit faire partie de ce voyage. Un voyage qui doit commencer par la justice. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense très fort aux peuples autochtones. Je pense très fort aussi aux paysans qui, en France, sont menacés actuellement par différents projets stupides et destructeurs. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Et à bientôt. À tous les peuples autochtones du monde pour résister toujours. Merci.